Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va ouvrir une page sociale et politique avec Jean-Michel Sautron. Bonsoir Jean-Michel Sautron. Bonsoir. Alors, d'abord, on va juste un petit mot sur est-ce que la Réunion, dans son ensemble, a réagi positivement à ce qui s'est passé avec Garance? Oui, moi je trouve que la Réunion a quand même une histoire assez solide avec les cyclones. C'est pas le premier cyclone qu'on connaît. La population réunionnaise sait réagir, sait se mettre en sécurité. C'est pas une difficulté, même s'il y a différents niveaux d'alerte. Les Réunionnais réagissent très bien, donc ils savent très bien se mettre en sécurité. Et puis par expérience aussi, le Réunionnais quand il construit, il fait souvent et bien souvent des constructions anticycloniques. Donc on a quand même cette histoire marquée et vécue ici, dans notre société. Il y avait un peu d'arrogance en pensant que la Réunion, c'est pas Mayotte, et qu'on n'aura pas à vivre ce que Mayotte a vécu avec Chido, et qu'on n'aurait pas vécu la même chose avec Garance. Quelque part, il y avait de l'arrogance. Je dirais pas forcément de l'arrogance. La Réunion est une société qui a été construite depuis l'après-guerre, puisqu'elle a été départementalisée. Donc il y a eu des normes de construction qui ont été faites sous le système et les lois françaises. Donc la Réunion s'est construite comme ça au fur et à mesure. Cette société réunionnaise-là n'est pas sortie d'un chapeau au bout de 5 ans, 10 ans. Comme par exemple Mayotte qui a été départementalisée il n'y a pas si longtemps que ça par le président Nicolas Sarkozy. Oui, il faut un certain temps pour que cette société se construise et que les normes qui s'appliquent au niveau national, que ce sont des normes qui s'appliquent ici à La Réunion, puissent s'appliquer aussi à Mayotte. C'est pas de l'arrogance, mais c'est de dire aussi que quelque part, Mayotte n'est pas encore, bien qu'elle soit département français, bien encore dans la législation et dans la norme et surtout de construction, par exemple, française, au niveau du développement. Au niveau du développement, on n'est pas au niveau de La Réunion. Mais ce qui amène aussi à ça, c'est le fait que, aujourd'hui, les Mahorais trouvent en La Réunion une terre de refuge. J'allais dire d'accueil plus que de refuge. Mais aujourd'hui, avec les problèmes qui se complexifient, à chaque fois, et surtout avec des jeunes en mal, dans un mal-être, et qui utilisent la violence, et là on parle de bandes organisées. Il y avait des bandes organisées avant à La Réunion. Il y avait pas, on va pas croire que ce sont les Mahorais, quelques jeunes Mahorais. C'est pas propre à eux. Voilà, quelques jeunes Mahorais qui ont développé les bandes à La Réunion. On avait des bandes à La Réunion bien avant, et c'est malheureusement dans la tradition. On voit dans les banlieues en métropole, les bandes organisées, ça a son poids. Mais ce qu'on peut regretter, c'est que les gens mettent tout le monde dans le même panier, on pointe du doigt une communauté, alors que c'est totalement faux. Ce n'est pas une communauté qui est en cause, c'est quelques jeunes qui sont dans un mal-être. Comment éviter de faire l'amalgame? Comment éviter de faire l'amalgame là-dessus? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. C'est que, on le veuille ou non, Mayotte est français. Mayotte appartient à la France. C'est suite à l'indépendance, puisque la colonie des Comores, les Comores étaient une colonie française. Ça date depuis 1974, mais depuis 1876, où les Comores ont été découverts, c'était une colonie française. Après, au moment de l'indépendance, Madagascar a choisi l'indépendance comme l'Algérie, ça a suivi. C'était en 1961. 1961, et en même temps, dans la foulée, les Comores ont demandé à ne plus être attachés à la France. Il y a eu un référendum. En 1974, c'est Giscard d'Estaing. C'est Giscard d'Estaing, et il y a eu... Attends, Giscard d'Estaing ou Pompidou? Je vais faire une bêtise là. C'était plutôt Giscard d'Estaing. Oui. Et à cette période-là, dans les îles Comores, Mayotte a décidé de rester français. Donc elle était territoire français, sachant que les Comores étaient indépendants. Mais ces îles-là appartiennent à la France depuis de belle lurette, depuis plus d'un siècle.
Et aujourd'hui, effectivement, avec Sarkozy, Mayotte a été départementalisée. Mais elle a été départementalisée avec toutes ces difficultés historiques. Encore une fois, on a mis la charrue avant les bœufs. On a mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire elle a été départementalisée sans pour autant que la France donne vraiment les moyens pour que ça devienne de manière à part entière un département français. Ce qui fait que, bien qu'ils aient, les Mahorais, l'avantage d'être français, les Comores, maintenant, comme c'est un pays qui relève un peu du tiers-monde, ils n'ont pas vraiment de moyens, de matières premières pour pouvoir se développer. Donc, ils vont venir profiter des avantages qu'il y a sur Mayotte. Et on se retrouve aujourd'hui face à une problématique qui n'a jamais été vraiment mise sur la table, et de laquelle en résultent ces violences-là, c'est cette migration que subit Mayotte de gens venant des Comores. C'est-à-dire, ils ne disent franchement peut-être pas la vérité. Moi, dans le cadre de mon travail, mon métier à la Poste, j'ai des collègues qui sont sur Mayotte, et ils me disent, quand je pars en formation, quand je vais visiter Mayotte, ils me disent, ben Jean-Michel, ici à Mayotte, une personne sur deux que tu croises est un Comorien en situation irrégulière. Vous voyez? Donc, il y a des Comoriens qui viennent à Mayotte, il y a des femmes comoriennes qui viennent, qui prennent le risque, avec le quoi ça, de venir à Mayotte, qui met au monde leur enfant à Mayotte, avec cette fameuse droit du sol, l'enfant devient français. Et cet enfant, malheureusement, comme la mère n'a pas la nationalité française, la mère est expulsée. Cet enfant reste à Mayotte parce que la maman, au final, ce qu'elle pense, c'est l'avenir de son enfant. C'est pas, je dirais que quelque part, il y a une part d'humain là-dedans. On cherche à sauver ses descendants. C'est un peu normal. Donc l'enfant, il va rester à Mayotte. Abandonné, laissé, je dirais peut-être pas abandonné, mais le terme exact, c'est laissé à une famille. La famille ne peut pas s'en occuper. Et l'enfant se retrouve à la rue. Aujourd'hui, il recense à Mayotte plus de 6000 enfants à la rue. Des enfants qui ont été laissés à de la famille par les femmes et les pères comoriens qui viennent à Mayotte. Et ces enfants-là, comme ils sont rattachés à une famille, ben la famille ne peut pas s'en occuper. Donc, ils envoient dans une famille autre qui se trouve bien souvent et malheureusement à La Réunion, pensant que ben, cet enfant aura peut-être un avenir à La Réunion, il sera plus encadré, il partira à l'école, etc. Et ces enfants viennent ici, ben, les parents sont aux Comores, ils n'ont plus d'autorité parentale, les parents ici n'arrivent pas à s'en occuper, eh ben, on en aura là-dedans, pas la totalité, mais il suffit qu'il y ait, excusez-moi de l'expression, un peu comme à La Réunion, chez nous ici les Réunionnais, quelques têtes de Turcs, et voilà, la communauté est figée, c'est la violence, c'est la communauté mahoraise qui fait la violence, alors que ce n'est pas vraiment ça. Ce sont quelques personnes, quelques enfants qui ont été laissés, abandonnés à eux-mêmes, qui sont livrés à eux-mêmes, qui se révoltent par la violence et qui finissent par, exemple de Saint-André à Faya, où on en parle, c'est vraiment le feu de l'actualité. Ben, ce sont des jeunes qui créent un effet de mouvance, un effet de masse, et qui fait que maintenant, ben, il y a pas mal de jeunes qui sont impliqués dans ces phénomènes de violence. Mais c'est, à mon sens, pas volontaire. Et je vais dire une chose, je veux dire que aujourd'hui, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Quand on voit quelques jeunes Mahorais ensemble, on parle tout de suite d'une bande de délinquance. Mais ce phénomène-là existait bien avant à La Réunion. Ah oui. Faut pas non plus stigmatiser. Voilà, faut pas non plus jeter l'opprobre sur une communauté, alors que à La Réunion, les bandes qui, j'allais dire, rançonnaient les quartiers, qui étaient leur quartier, pour rentrer dedans, il fallait vraiment ne pas être d'un quartier rival. Hein. Je me rappelle à l'époque, il y avait, parce que j'habite sur Combuston, il y avait même la rue où j'habite, c'est la rue Blas, où il y avait les jeunes de la rue Blas les bas, et on disait ça comme ça, les jeunes de la rue Blas les hauts. Et quand ça se croisait, il y a une période où ça se tapait dessus. Voilà. Mais durement des fois, hein, ouais. C'était vraiment... celui du bas, il ne faut pas qu'il croise celui des hauts, mais dans une rue, quoi, je veux dire. Je veux dire, pour aller dans le quartier, à l'autre bout d'une même ville, hein, je parle d'une même ville, là on parle de quartier,
déjà dans le quartier, et c'est vrai, dans le quartier, il y avait ceux qui étaient avec un telle famille ou telle famille, on se fréquentait pas. On évitait de sortir la nuit, on roulait pas, on passait pas à côté en voiture en faisant du bruit. Sinon, c'était une provocation. Une provocation. Si on avait klaxonné, c'était une provocation. Et il y avait le retour. Donc, il faut pas non plus que la Réunion croie qu'elle est arrivée là comme ça. Nous avons un passé dans les années 80 et surtout lors des élections. Ceux qui voulaient être les hommes de main des politiques, et qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire? Des familles entières ont été détruites par cette guerre, cette guéguerre que se faisait. C'était des guerres de clans. Ouais. On avait ça, et ça c'était d'autant plus accentué à l'époque parce qu'on était vraiment dans une phase de création de notre société à nous, la société réunionnaise, qui était beaucoup impactée par la politique. On était dans une période où certains criaient à la départementalisation, d'autres à l'indépendance, à l'autonomie. Donc ça s'est organisé, exprimé sous forme de clans sur la société réunionnaise. Et effectivement, pendant des décennies, on a traversé ça. Et il y avait aussi une chose, c'est que ces clans-là étaient autour d'un individu, d'un politique ou d'un gros blanc qui avait les moyens, qui payait... Les alimentaires. Voilà, qui les payait, et on avait ces groupes-là. Et parlons pas des campagnes électorales. Là, c'était compliqué. À cette période-là, c'était vraiment le paroxysme de la violence de ces clans-là. Voilà. Ça pouvait partir très loin. Donc, ces situations de conflit-là ont quelque part un peu toujours existé dans la société réunionnaise. Et aujourd'hui, pour en revenir, ben c'est les Maoris, mais ça s'explique par le fait justement quelques Maoris, quelques jeunes désœuvrés essayent d'imposer, de prendre, d'essayer de participer à ce développement en essayant d'utiliser la violence pour ne pas avoir à travailler et à avoir les choses facilement. C'est ça le côté qu'il faut voir. Et si on se rappelle, ces familles aux gens qui avaient des gros bras, grands, costauds, c'était la même chose. À cette époque. Il y avait ceux qui payaient pour avoir leur protection. Leur protection, et puis pour pouvoir imposer aussi leur façon de voir, leur projet pour la société. Hein, on se rappelle les élections, quand on allait voter, il fallait faire attention, parce qu'on regardait l'électeur ou l'électrice commun ou commune, il fallait pas qu'il montre qu'il votait pour l'un ou pour l'autre. Hein. Ah, voilà. Il fallait pas porter des chemises de telle ou telle couleur, parce que ça c'était vraiment c'était provocateur. Ouais. Et oui, ben, la Réunion c'est pas construite forcément dans cette violence-là, mais on a quand même été stigmatisé et marqué par cela. La Réunion ne s'est pas construite dans cette violence-là. Il faut juste dire que quelle est la Réunion qui s'est construite dans la violence? C'est là où il y avait la pauvreté. C'est là où les gens qui votaient devaient donner des garanties à ceux qui voulaient leur voix et à ceux qui voulaient absolument imposer leur force, leur puissance. Et pour qui vous vote? Et on devait répondre à cette question-là. Et si on ne répondait pas à cette question-là, il n'y avait pas de réponse. Pas de satisfaction en tout cas. Non, on était, par rapport à sa demande, on était surtout blacklistés. Voilà, c'est ça. Ouais. Soit on était pour, si on n'était pas pour, on était forcément contre. C'était vraiment une organisation par clan. Ouais. C'est être dans un clan et solliciter l'autre, c'était pas faisable. Ça marchait pas. C'était la guerre. Mais bon, après, moi je pense que aujourd'hui, il faut pas non plus que ces politiques qui ont fonctionné comme cela auparavant continuent à faire de même, je dirais, avec la situation actuelle. Non, mais c'est encore beaucoup plus. C'est malheureux. C'est malheureux beaucoup plus risible à la rigueur. Si on pouvait en rire, qui c'est qui a fait en sorte que la communauté mahoraise se développe à La Réunion? Ah bah je vais pas donner de nom. Voilà. Je vais pas donner de nom. Non, je vais juste dire, Jean-Michel, que quelques politiques ont facilité l'arrivée de la communauté mahoraise en nombre à La Réunion
parce que ça leur garantissait un électorat sûr. Ça leur garantissait un électorat sûr. Mais je rebondis là-dessus en disant que je connais pas mal de Maoris qui se sont installés dans les années 80, 90. Et ces Maoris-là qui se sont installés dans cette période-là, ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi quelques jeunes Maoris qui viennent arriver à La Réunion foutent autant le bordel et fait honte à leur communauté. Oui. C'est-à-dire, c'était des Maoris qui venaient s'installer à l'époque, mais on n'entendait pas parler d'eux. Il n'y avait pas de violence. Dans les années 80, quelle communauté mahoraise, ils venaient foutre le bordel dans une cité? Ça n'existait pas. Ça, ce sont des Maoris qui viennent tout juste d'arriver. Dans ce contexte, dans ces situations que j'ai précisées tout à l'heure, ça veut dire ce sont des Comoriens qui viennent en situation irrégulière à Mayotte, qui laissent leur enfant là, et l'enfant est placé dans des familles, etc. Ils finissent par arriver à La Réunion, et ce sont des enfants qui sont complètement abandonnés, qui n'ont plus de père et plus de mère, donc plus d'éducation, qui sont en marge de la société dans laquelle nous sommes, et qui créent de la violence. Et comme je dis, c'est 1, 2, 3, 4 ou 5, et qui créent un effet de masse, un effet de bande. Oui. Mais les Mahorais d'antan, dans les années 80, quand ils entendent parler de ça, ils sont hyper choqués, ils sont hyper sensibilisés par cette situation, en disant qu'à leur époque, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Dans les années 80, il n'y avait pas. Justement, alors aujourd'hui, qu'est-ce que La Réunion, je dis bien La Réunion dans son ensemble, avec tous ses composants, toutes les communautés qui la composent, comment travailler ensemble pour résorber ce phénomène qui tente à vouloir se développer? Aujourd'hui, l'État a mis en place un système anti-bande, mais est-ce que ça suffira? Est-ce que c'est bien, hein? Au contraire, je trouve et bravo à l'État pour ce qu'il fait pour empêcher le développement de les effets de bande. Les effets de bande, mais comment faire pour vraiment qu'on ne soit pas obligé, que ce soit seulement coercitif? Comment on peut expliquer? Quel travail on peut faire? Il faut toucher le mal à son queue, je dirais. Jismi, quand on part chez le médecin et qu'on a un mal de tête, le médecin, qu'est-ce qu'il fait? S'il est un très bon professionnel, il ne va pas vous donner que de l'efféralgan pour diminuer ses symptômes. C'est-à-dire, lutter contre l'effet de bande, moi je dirais que c'est une action qu'il faut, parce que le médecin, lui, va vous donner de l'efféralgan. Donc, c'est une action qui va agir sur les symptômes, c'est-à-dire les symptômes dont l'un le plus récurrent, c'est de la violence urbaine. Ce qu'il faut, c'est de faire en sorte que ces Mahorais qui viennent de Mayotte, qui viennent à La Réunion et qui sont sous les feux des projecteurs à l'occasion. On parle de Mahorais, on parle de Comoriens. De Comoriens. Après, ce sont des enfants, des mères comoriennes qui viennent à Mayotte, je le répète, qui met au monde l'enfant et que l'enfant a droit du sol. Voilà le problème où il est. Voilà le cœur du problème. C'est qu'à Mayotte, maintenant, Mayotte étant département français à part entière, l'État doit prendre des mesures, voire des mesures exceptionnelles, pour faire en sorte que l'immigration à Mayotte ne se fait plus comme ça, et que le droit du sol ne se donne pas comme ça. D'autant que je crois que c'est les Mahorais qui demandent à ce qu'on supprime le droit de sol. Mais c'est eux qui demandent à supprimer le droit du sol, parce que quand on est français, on doit respecter les valeurs françaises. Ouais. Et souvent, ce sont des gens qui viennent et qui ne respectent pas les valeurs de la République, les valeurs françaises. Figurez-vous que j'ai des amis sur Mayotte là-bas, ce sont pour une partie les collègues, ils me disent, on est français pour nous à part entière. Ce sont des gens qui respectent malgré leur culture le drapeau français, qui saluent le drapeau français et qui respectent la laïcité française et les lois fondamentales françaises. Alors que ces enfants qui viennent, ces personnes qui sortent, ces immigrants qui sortent des Comores et qui viennent à Mayotte, n'ont pas ce respect-là. D'accord. Et ce qui fait que tant qu'il y aura cette immigration illégale, tant qu'il y aura ce droit du sol, je comprends qu'il y ait les droits de l'homme, mais au-delà des droits de l'homme, il y a aussi des devoirs. D'accord. Les devoirs, dont l'un des devoirs, c'est de respecter la société qui nous accueille. Oui. Si on n'arrive pas à mettre ces barrières-là, si la France ne prend pas la bonne décision à se dire, écoutez, le droit du sol, ça se mérite. Je suis désolé, c'est comme ça, ça se mérite. Si vous aimez la France,
vous cherchez à composer avec la France, eh ben vous venez, vous êtes français. Mais par contre, si vous venez pour lutter contre les valeurs françaises qui datent depuis des siècles et des siècles, non, on peut pas. On peut pas. À laisser, à ouvrir la porte comme ça, aujourd'hui, les ricochets, ben, ce sont des violences, en l'occurrence, comme la Réunion n'est pas trop loin de Mayotte, ben, c'est nous qui encaissons quelque part aussi ces violences qui ont existé en phénomène de bande pendant les années 80, comme on en a parlé tout à l'heure, qui a existé dans ces années-là. Donc ça nous fait remémorer un peu cette période-là où il y avait des zones de non-droit. Quand on était dans un camp, il ne fallait pas rentrer dans l'autre camp, c'est des zones de non-droit. Donc ça donne un peu ce sentiment-là, avec ces phénomènes de violence-là, qui fait que ça va monter une culture contre l'autre, ça va monter une société contre l'autre. Alors ça va diviser la communauté réunionnaise. Alors que le problème de fond, c'est ce fameux droit du sol français qu'on donne à tout va, à qui veut, et qui fait que ces Comoriens qui viennent à Mayotte, quand on part à Mayotte, une personne sur deux, me dit-on, de ceux que je connaisse à Mayotte, sont Comoriens. Si c'est une grande porte ouverte, automatiquement, on va récolter des gens qui sont bien, mais on va récolter aussi des gens qui ont une mauvaise intention, la violence. Merci Jean-Michel Sautron pour cet échange-là. On aura l'occasion d'y revenir, à la rigueur de voir si on peut faire témoigner des Mahorais qui sont à La Réunion depuis les années 70-80. S'ils peuvent nous donner leur position, ça fera, je pense, avancer la discussion. On se dit à bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Lalaine, merci François. Je vous dis à bientôt.